Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séance consacrée à l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Alors c'est une séance aujourd'hui qui est assez diversifiée puisqu'on va s'intéresser autant à la régulation des plateformes, ça sera l'essentiel de cette première capsule, qu'à l'utilisation d'informatique affective pour le recrutement par exemple ou encore pour le monitoring des ressources humaines, ce qui sera pour l'essentiel traité dans la deuxième capsule. De manière un petit peu caricaturale, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qu'on peut aujourd'hui soit diriger les algorithmes quand on est relativement bien placé dans la société et qu'on a un emploi avec suffisamment de plus-value intellectuelle, ou être dirigé par les algorithmes pour les plus malchanceux. Ce monde séparé en deux clans serait évidemment une conséquence de l'emprise de la gouvernance par les nombres, dont on a déjà vu la théorisation par Alain Supiot, qui, selon lui, procéderait d'une restriction du périmètre de la démocratie. Pour autant, la question de la toute-automatisation du monde du travail est vraisemblablement un fantasme. On a eu plusieurs études ces dernières années qui argumentaient que d'ici 2035, des fois même beaucoup plus tôt, tous les emplois allaient être remplacés par des machines. A priori, cette situation quelque peu dystopique relève plus du discours alarmiste que de la réalité. Pour ça, je vous renvoie à l'étude de McKinsey Global Institute de 2017, qui était une étude relativement alarmiste, qui annonçait que 800 millions de jobs disparaîtront en 2030 dû à l'automation. Mais surtout au dernier rapport de l'OCDE, qui date de 2018, qui soutient au contraire que seulement 21% des emplois seraient à haut risque d'automatisation, et que 32% des emplois risquent par contre de subir de profonds changements, principalement parce que ce sont des emplois qui sont constitués en partie de tâches qui sont automatisables. Évidemment, toute réflexion sur l'introduction d'intelligence artificielle dans le monde du travail ne peut pas se passer d'un examen du contexte, notamment socio-politique, qui, toujours selon Alain Supiot, procéderait d'une minoration de la sphère publique au profit de la sphère privée, qui se traduirait également au niveau du droit national. On a déjà vu cette dynamique dans des capsules précédentes, et qui participerait d'une sorte d'inversion de la hiérarchie publique-privée avec une certaine privatisation de certains enjeux, qui se traduit évidemment également au niveau du droit. Plusieurs exemples, notamment un exemple donné par Alain Supiot, la négociation collective, qui remplacerait souvent avantageusement maintenant les règles sectorielles, en étant masquée par l'argument un peu de donner davantage de liberté pour les citoyens et les entreprises. Exemple plus québécois, cette négociation collective est même de plus en plus affaiblie en fait, notamment par la sous-traitance. Je vous réfère pour cela à la loi modifiant le Code du travail de 2003, qui modifiait l'article 45 du Code du travail du Québec, en limitant l'application de la convention collective pour les employés des sous-traitants. Alors évidemment, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans le monde du travail, on entend souvent dans le discours public les plateformes les plus connues, que ce soit les GAFAM ou les applications utilisées largement pendant ces dernières années, notamment accélérées par la pandémie Covid, les Uber, Skip the Dishes et compagnie. Mais en tant que telles, ces compagnies, ces applications ne relèvent pas fondamentalement nécessairement des technologies d'intelligence artificielle, mais relèvent plutôt de ce qu'on a déjà largement traité comme la gouvernance par les nombres, où l'objectif du travailleur n'est plus d'obéir, mais d'être performant et compétitif. Ce qu'Alain Supiot, encore une fois, nomme l'horizon de mobilisation totale de l'employé. C'est dans ce contexte qu'il y a une certaine précarisation de certains emplois qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années,
Pour s'en convaincre, un rapport de 2017 de la firme de placement Randstad estime que 85% des employeurs qui étaient sondés estiment que le recours à des employés flexibles, entendu par là non permanents, va augmenter considérablement d'ici 2025. C'est donc une pratique auquel on a de plus en plus affaire, qui évidemment fait partie d'un discours public de valorisation de l'entrepreneuriat, de la liberté de l'employé, etc., mais dont le corollaire direct est évidemment une moindre sécurité d'emploi et potentiellement un risque accru qui pèse sur les travailleurs, notamment en termes de protection sociale, protection médicale, etc., dépendamment évidemment des pays dans lesquels ces réflexions doivent avoir cours. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'utilisation d'intelligence artificielle dans ce contexte sert souvent à appuyer ce qu'on peut appeler l'incitation algorithmique, c'est-à-dire d'appuyer cet horizon de mobilisation totale de l'employé pour le pousser à être davantage performant et davantage compétitif, au point peut-être de rompre avec cette dynamique de travail autonome et constituer peut-être davantage une forme de salariat caché. C'est toute la réflexion qui va avoir cours, comme je vais vous en parler dans les slides prochaines, sur le travail des chauffeurs d'Uber. Quelques exemples d'utilisation des technologies d'IA pour l'incitation algorithmique. Amazon Mechanical Turk, qui est la plateforme permettant d'employer différentes personnes pour effectuer certaines petites tâches. C'est vraiment une économie du travail à la tâche sur cette plateforme. C'est véritablement ce qu'elle est censée promouvoir. Des points de satisfaction sont donnés aux travailleurs pour qu'ils obtiennent des tâches plus gratifiantes et mieux payées. Ça fonctionne un petit peu comme un jeu vidéo, hein. On a des bons points et des mauvais points. À l'inverse, un comportement qui serait moins zélé, moins efficace, moins performant et moins compétitif amènerait le travailleur à voir ses points baisser, et ce dernier se verrait alors confier des tâches qui seraient moins rémunérées et moins gratifiantes. Même type de système d'incitation algorithmique chez Uber, le système qui propose au conducteur un trajet GPS. Ce trajet GPS qui est absolument fermé au conducteur vise à optimiser le travail de la plateforme et à stimuler une conduite qui va en principe ne jamais s'arrêter. Évidemment, le conducteur a toujours la possibilité de s'arrêter, mais tout le travail d'optimisation d'Uber, c'est de faire en sorte que le conducteur se voit proposer à chaque fois une course plus proche du prochain client, etc., pour le stimuler et le pousser à être toujours dans cet horizon de mobilisation totale. Évidemment, si le conducteur ne respecte pas le trajet, sa cote sur la plateforme Uber va baisser et pourra mener éventuellement à son exclusion du système. Antoinette Rouvroy, qu'on a déjà croisé, parle à ce titre d'une perte de puissance du sujet sur son travail, qui est évidemment, encore une fois, à estimer dans un contexte de gouvernance par les nombres et de mobilisation totale de l'employé. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle qui sont toujours évalués en temps réel, qui ne relèvent pas nécessairement de l'apprentissage machine, mais qui peuvent en faire toutefois usage, c'est que ces systèmes sont utilisés, encore une fois, pour pousser les individus à être plus performants, plus compétitifs, à optimiser en réalité la force de travail, quitte à se transformer en vecteur d'oppression. Cette idée d'optimisation comme vecteur d'oppression, c'est un petit peu tout l'enjeu de l'utilisation des systèmes d'automatisation
et d'amélioration normalement de la performance. Dans ce contexte d'augmentation du travail autonome, le droit positif, c'est ce qu'analysait déjà Alain Suppiot dans ses travaux. Le droit positif s'est adapté à cette exigence. On en a un bon exemple au niveau du Royaume-Uni avec un type de contrat particulier qui s'appelle le Zero Hour Contract, les contrats 0 heure, qui est un terme générique qui a été inventé pour désigner des contrats dans lesquels l'employé se mettait à disposition complète d'un employeur qui était libre de fixer le nombre et le moment des heures à effectuer. Sans qu'il y ait toutefois d'obligation de l'employeur de confier un nombre d'heures défini. C'est pour ça que aucune heure n'était garantie par le contrat. Vous voyez cet horizon de mobilisation totale, sans aucune contrepartie, qui est quand même un contrat très particulier, qui est normalement desservi par un contexte très spécifique de crise de l'emploi, de chômage en apparence massive, etc., où les politiques argumentent généralement de même 1 ou 2 heures travaillées, c'est mieux que rien, donc voilà, pourquoi ne pas mettre en place un tel type de contrat ? Ce qui a été fait donc au Royaume-Uni, jusqu'à ce qu'en 2014, on ait environ 1,4 million de contrats de ce type, qui représentaient environ 583 000 emplois principaux, selon une analyse de l'Office for National Statistics de 2014. Ce qui est intéressant à noter dans ce débat, dans cette réflexion qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, c'est que souvent en pratique, dans le discours public et dans l'appréhension généralement même des médias, ces plateformes on argumente que ces plateformes fonctionnent avec de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes, etc., que tout ça fonctionne avec des systèmes très complexes, ce qui n'est pas du tout nécessairement le cas et ce qui occulte souvent la réalité du fonctionnement des plateformes. Propos, arguments, évidemment, qui sert en substrat à empêcher ou à limiter en tout cas une régulation qui serait dommageable pour ces sociétés. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle constituerait pour ces entreprises une nouvelle forme d'exercice du pouvoir, en leur permettant d'optimiser des processus et de contrôler les travailleurs, tout en invisibilisant une certaine responsabilité patronale. Ça, c'est l'analyse de Gomez et Marshall de 2019. Le droit s'est toutefois saisi de manière assez récente, malgré des premières saisines dans les premières instances qui commencent déjà à remonter, puisque les premières affaires concernant par exemple Uber remontaient à 2014, si je ne m'abuse. L'exemple de la Cour suprême britannique, qui est la dernière décision en date qu'on peut analyser, est pour ça très intéressant, puisqu'il y a véritablement une décision qui a constitué une forme de gifle et de désaveu complet du mode de fonctionnement de Uber sur le sol britannique, avec une décision donc du 19 février 2021 qui consacre que les chauffeurs d'Uber sont dans une position de subordination et de dépendance vis-à-vis de la compagnie, et qui sont donc à ce titre des workers. À savoir que le droit britannique distingue entre les notions de travailleurs indépendants, la notion de workers et la notion d'employees. La notion d'employees est généralement un petit peu plus protectrice des travailleurs que la notion de workers, mais la notion de workers est évidemment déjà beaucoup plus protectrice que celle de travailleurs indépendants. En pratique, le droit du travail britannique n'est pas codifié. Donc pour qualifier un contrat de travail, normalement la jurisprudence se fonde sur un certain nombre de critères. La pratique bien connue du faisceau d'indices, ça requiert notamment un travail accompli personnellement, sous le contrôle d'un donneur d'ordre et dans un rapport de mutuelle obligation.
Sous ce faisceau d'indices, le critère du contrôle est évidemment toujours le plus déterminant. Alors dans sa décision, Uber, la Cour britannique a donc décidé de consacrer les chauffeurs comme des workers en se basant sur le faisceau d'indices suivant. La rémunération d'une part des chauffeurs était fixée par Uber et ne pouvait pas être négociée. Les chauffeurs n'avaient pas leur mot à dire dans leur contrat, qui était proposé comme tel, sans possibilité de l'amender. Les chauffeurs n'étaient pas libres non plus d'accepter ou de refuser les courses, une fois connectés à l'application, ce qui, on estimait cette liberté comme n'étant pas garantie, puisque, encore une fois, le système d'optimisation d'Uber leur donnait des pénalités s'ils refusaient les courses. Également, les chauffeurs ne pouvaient pas améliorer leur situation économique par ce que la Cour a évalué comme étant des compétences professionnelles ou entrepreneuriales. Et enfin, l'application s'appliquait, c'est le cas de le dire, à restreindre la communication entre les chauffeurs et les passagers, et en les empêchant d'établir une relation commerciale stable. En les empêchant, encore une fois, donc de s'extraire de cette plateforme. Donc en pratique, la décision consacre les chauffeurs comme des workers en estimant que le temps de travail correspond au temps de connexion des chauffeurs à l'application et non au temps passé à conduire, ce qui est un aspect extrêmement important évidemment de cette décision. Qu'est-ce que garantit du coup ce régime de workers dans le droit britannique ? Un certain nombre d'éléments, parmi lesquels les 3 plus importants sont sans doute un salaire minimum horaire garanti, des indemnités de congés payés et une inscription automatique à un régime d'épargne de retraite cofinancé par la plateforme. Pour certains analystes, notamment Mathieu Vicente, qui est doctorant en droit en France, la Cour irait même en réalité un peu plus loin dans sa décision, en reconnaissant en réalité en filigrane la qualité d'employees des chauffeurs d'Uber, ce qui, si ce statut est reconnu, leur offrirait toute la protection salariale du droit britannique. Dans l'analyse de Mathieu Vicente, qui est extrêmement intéressante à lire, je vous enjoins d'aller y jeter un œil si vous avez le temps. Ce que laisse passer en filigrane la Cour, c'est que si un recours serait amené dans le futur devant elle, elle n'hésiterait pas à reconnaître cette qualité aux chauffeurs. Donc ça laisse présager une évolution du droit britannique plutôt protecteur à l'égard des travailleurs des plateformes. À ce titre, la Cour suprême britannique s'est quelque peu alignée sur la Cour de cassation française, qui a publié, comme vous le voyez, sa décision dans plusieurs langues, en essayant véritablement de diffuser au maximum son raisonnement quant à la plateforme Uber, dans une décision du 4 mars 2020, qui consacrait que le statut de travailleur indépendant qui était mis de l'avant par la plateforme serait en réalité totalement fictif, et en requalifiant donc le contrat de contrat salarial. Évidemment, ce raisonnement qui mène à la requalification du contrat repose sur l'examen du lien de subordination caractérisé selon la Cour entre les chauffeurs et l'employeur Uber. Je vous cite un extrait. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En l'espèce, la Cour a estimé que le service était entièrement organisé par la société, que le chauffeur ne constituait pas sa propre clientèle, et le chauffeur ne fixait pas non plus ses tarifs, et qu'il se voyait, encore une fois, imposer un itinéraire particulier. Ça, c'était évidemment pas le raisonnement de la Cour de cassation, mais le raisonnement de la Cour d'appel qui était examiné par la Cour de cassation. Mais
mais la Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait bien justifié sa décision en reconnaissant le lien de subordination en l'espèce. Face à ces positionnements des cours, des plus hautes cours en France et en Grande-Bretagne, la Californie a adopté une position tout à fait différente. D'abord, c'est une position qui n'est pas réglée par la jurisprudence, mais par une loi californienne, la proposition 22, qui a été adoptée en 2020 avec 59% des voix. Alors comme vous pouvez le voir sur la petite image, ces compagnies n'ont pas hésité à faire une assez large publicité en faveur du vote de cette loi. Là c'est un extrait des paquets d'ordage dans lesquels la nourriture était placée. Donc la particularité, comme on va le voir de cette loi, c'est qu'elle a voulu reconnaître un statut particulier aux chauffeurs d'entreprise de transport et de livraison basé sur des applications. Donc une rédaction de la loi quand même assez particulière, en les qualifiant donc d'entrepreneurs indépendants et non pas d'employés. Mais ce refus du qualificatif d'employé a été un petit peu contourné par un certain nombre de dispositifs placés dans la loi qui sont quand même censés les protéger un petit peu plus que des entrepreneurs indépendants. Ce qui est certain par contre, c'est que cette loi exempte très clairement les employeurs de fournir un ensemble d'avantages sociaux obligatoires, notamment le temps et demi pour les heures supplémentaires, les congés de maladie payés, alors on sait que c'est un gros enjeu aux États-Unis, les soins de santé, donc qui sont normalement fournis par l'employeur si on a une reconnaissance du salariat, les droits de négociation et l'assurance chômage, bref, vous voyez un petit peu le topo. Mais donc quand même un certain nombre de reconnaissances de droits de ces chauffeurs de plateforme, notamment 120% du salaire minimum local pour chaque heure de conduite, donc un petit peu plus que le salaire minimum, mais il ne serait pas payé pour les heures d'attente. On voit quand même la grosse différence avec la position jurisprudentielle britannique et française évidemment. Un bénéfice par contre de l'allocation d'assurance maladie pour les conducteurs qui conduiraient en moyenne plus de 15 heures par semaine. On imagine qu'évidemment si le chauffeur ne conduit moins cette semaine-là, la protection saute, donc on peut se demander quand même si cette protection est véritablement valable. Si elle n'est pas dévoyée un petit peu par évidemment la réalité des pratiques. Une responsabilité par contre consacrée de l'entreprise quant aux dommages corporels qui seraient subis par le conducteur pendant les heures de travail. Donc en pratique, l'employeur devrait payer les frais médicaux et une partie de la perte de revenus. Également diverses obligations qui incomberaient désormais à l'employeur Uber. Uber évidemment et les autres, comme une formation à la sécurité aux conducteurs, l'adoption d'une politique en matière de harcèlement sexuel, la vérification des antécédents criminels du chauffeur, etc. Donc vous le voyez, c'est quand même assez minime. Il y a véritablement une volonté d'exclure le qualificatif de salariat et de protéger cette idée que les chauffeurs sont des travailleurs autonomes. Qu'en est-il de la situation au Québec ? Eh bien, cette situation n'a pas encore été véritablement réglée ni par la jurisprudence, ni par une loi spécifique. Si vous allez sur la plateforme elle-même, vous pouvez voir qu'au niveau du discours sur la taxe de vente, la plateforme proclame que le chauffeur est un travailleur autonome. Je vous ai mis un petit extrait dans l'image. À titre de travailleur autonome, il est de votre responsabilité de percevoir, de verser et de déclarer à l'Agence du revenu du Canada les taxes de vente, etc., etc. Si vous êtes chauffeur au Québec, Uber perçoit et verse la taxe de vente en votre nom.
Pourtant, au Québec, le droit positif donc fait évidemment également la distinction entre salariés et travailleurs autonomes, hein. C'est notamment mentionné à l'article 2085 du Code civil du Québec. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige pour un temps limité et moyennant rémunération à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. On retrouve dans cette rédaction de l'article 2085 du Code civil les 3 critères britanniques également assimilables aux 3 critères français. Un travail effectué par une personne sous la direction ou le contrôle d'une autre personne dans un temps limité et moyennant rémunération. L'enjeu au Québec va donc être aussi de déterminer ce qui relève d'un cas de direction ou de contrôle d'une autre personne, hein, dans les cas d'Uber, DoorDash, Skip the Dishes, etc., toutes ces plateformes, toutes ces applications. L'argument des entreprises, c'est souvent que l'individu est toujours un travailleur autonome, évidemment, hein, que la compagnie ne fait que fournir une interface mettant en lien les individus. Mais au vu des jurisprudences qu'on a vues, les jurisprudences britanniques, les jurisprudences françaises, on peut se demander si, en tout cas au Québec, et peut-être, a fortiori au Canada, on n'aurait pas un alignement jurisprudentiel dans les années à venir. La question est loin d'être certaine, peut-être qu'elle sera évidemment tranchée par une loi spécifique, mais on peut toutefois déjà un petit peu réfléchir au niveau du droit positif pour se demander si une requalification des contrats en contrats de salariat ne serait pas d'ores et déjà possible par la jurisprudence. Évidemment, hein, la qualification du statut par un contrat ne lie aucunement les juges, hein. Le rapport de travail peut toujours être qualifié. Un contrat de louage de service avec un travailleur autonome peut toujours être requalifié de salariat, hein, dans le courant d'une affaire. Peut-on donc requalifier une interface comme Uber au Québec de pouvoir de direction ou de contrôle, au vu de ce qu'on a déjà vu? Actuellement, on a déjà une décision de la Cour suprême, la décision Uber Technologies contre Ellard de 2020, qui traitait un petit peu de cette question, mais qui ne s'intéressait pas véritablement à la requalification des contrats en contrats de travail, mais qui s'intéressait plus spécifiquement à une clause très particulière qui était inclue dans les contrats. Et cette clause stipulait que en cas de mésentente entre les parties, le différend, donc entre les parties évidemment le chauffeur et la plateforme, le différend devrait être réglé par un arbitre de la Chambre du commerce international aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, donc, en moyennant le versement d'une somme de 14 500 $ US en droits de dépôt et frais d'administration, ce qui exclut évidemment les frais d'avocat, les frais de dossier, etc. etc. Vous voyez, cette pratique peut s'analyser évidemment comme une volonté de faire appel à un mode de règlement privé des litiges. Encore une fois, cette privatisation du droit qui fait partie de cette inversion un peu de la sphère publique et privée dont on a déjà vu le traitement et l'analyse par Alain Supiot, partie qui fait partie plus globalement de cette gouvernance par les nombres dont on a déjà traité. Et donc dans cette décision de la Cour suprême canadienne, la Cour frappe de nullité la clause, en la réputant évidemment non nulle et non avenue, un caractère rétroactif de cette annulation. On ignore donc à date toujours si les chauffeurs sont des travailleurs autonomes ou des salariés, mais la bonne nouvelle c'est qu'ils peuvent désormais agir en justice devant les tribunaux canadiens. Donc si on n'a pas de jurisprudence à date pour savoir si on peut consacrer les chauffeurs comme travailleurs autonomes ou comme salariés, on peut toutefois se baser sur peut-être une jurisprudence qui est la jurisprudence Bermex International Inc. Contre l'Agence du revenu du Québec,
qui date de 2013, une jurisprudence donc de la Cour d'appel qui indique qu'un degré élevé d'intégration dans l'entreprise constitue normalement un indice de lien de subordination. Et surtout, le fait que l'horaire soit décidé par l'individu et non l'entreprise n'exclut pas la qualification de salariat ni l'absence de supervision d'une autre autorité. Selon cette jurisprudence et puis à peu près le cadre du droit du travail au Québec, c'est donc pas exclu que les contrats de travail puissent être requalifiés les contrats puissent être requalifiés en contrat de travail dans le cas des plateformes, mais évidemment il faudra se baser sur les décisions prochaines pour pouvoir en arguer avec certitude. Voilà, je vous enjoins maintenant à vous reporter à la capsule numéro 2 qui va traiter plus de l'utilisation d'intelligence artificielle dans le cadre de l'organisation du travail, notamment pour le recrutement et l'évaluation des employeurs, notamment au travers de l'informatique affective. Merci.